reconnaître déjà que nous tenons nos activités sur des terres qui font partie des terres ancestrales non cédées de la nation algonquine. Donc je voulais remercier nos hôtes de nous permettre de tenir cette rencontre sur leurs terres. Je voudrais aussi vous présenter un peu notre conférencier, Alexandre Sommer, qui est de la Guyane. Il est vice-président de l'Organisation des Nations autochtones de la Guyane. Alexandre est juriste de formation. Et depuis 2017, il est impliqué dans l'association de sa nation. Il se spécialise dans la défense des droits des différentes nations autochtones en Guyane et en particulier dans le contexte des projets d'aménagement et d'exploitation auxquels les nations autochtones de cette partie du monde sont confrontées. Donc, il va venir un peu nous présenter les enjeux auxquels sa nation fait face. Donc, je lui passe la parole tout de suite. Merci, Alexandre. Alors bonjour à tous, Yassagalgon et Newalabolé dans ma langue autochtone. Donc comme Karine le disait, je m'appelle Alexandre Sommer-Chastelet, je suis donc le vice-président de l'ONAG, l'Organisation des Nations autochtones de Guyane. L'objet de cette organisation, donc, qui n'est pas la seule en Guyane française, c'est de promouvoir, vraiment de défendre les droits des peuples autochtones de Guyane française. Donc c'est vrai qu'on a plutôt une expertise, je dirais, tournée vers le juridique. Donc ma présentation sera ponctuée de termes, de notions juridiques, puisque je pense que pour aborder les enjeux et les revendications des peuples autochtones, on ne peut pas passer à côté du droit des peuples autochtones, qui est d'ailleurs reconnu au niveau international. Et puis à mon sens, je pense également qu'il est intéressant pour vous d'avoir des éléments de contexte, que ce soit politique, sociologique, démographique, puisque je sais que beaucoup d'entre vous, ici au Canada, n'ont pas forcément connaissance déjà du territoire de la Guyane française. Donc il vous faut ces éléments-là pour ensuite connaître, aborder donc la situation plus précise des peuples autochtones de Guyane et donc leurs enjeux et revendications. Le peuple, comme toutes les nations autochtones, les frontières en fait qui nous ont été imposées au moment de la colonisation, comment dire, nous n'y sommes pas tenus et c'est pourquoi nous retrouvons ce peuple Kalinia sur les territoires voisins, donc au Brésil, au Suriname, donc qui est l'ancienne Guyane hollandaise, au Guyana et jusqu'au Venezuela. Donc nous allons aborder dans une première partie les éléments de contexte dans lequel vivent les peuples autochtones en Guyane française. Donc tout d'abord, la Guyane est un enjeu de la colonisation française des Amériques à partir du XVIe siècle. Vous avez ici une carte que je trouvais intéressante puisqu'en fait on voit bien que au même moment de la colonisation, je dirais, de l'Amérique du Nord, en parallèle, il y a eu donc ce qu'on appelle la colonisation de l'Amérique du Sud, qui s'est traduit par, dans un premier temps, ce qu'on appelle la France équinoxiale. Donc ici, on appelait à l'époque la Nouvelle-France, hein, si je ne dis pas d'erreur. Et donc, à peu près sur la même période, nous avons également cette colonisation en Amérique du Sud qui débute sur le plateau des Guyanes, avec également des tentatives d'installation sur le territoire aujourd'hui brésilien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à cette époque, donc à partir du XVIe siècle, une lutte entre les colons européens pour l'accès au territoire américain. Et donc nous avons en Guyane française une lutte qui va se faire principalement entre les colons britanniques, les colons hollandais et les colons français. Donc les premières... donc si on peut passer à la diapo suivante. Donc peut-être quelques dates clés. Donc effectivement, comme je le disais, en fait comme il faut...
Oui, donc en fait, je pense qu'on peut même passer à la diapo suivante. J'ai anticipé la diapositive. Donc comme je le disais, donc en Amérique du Nord, on a le territoire de la Nouvelle-France à partir de 1534, et donc en Amérique du Sud, l'installation des colons français à partir de 1604. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc oui, les dates clés. Donc la découverte de la Guyane française, le 5 août 1498, par Christophe Colomb lors de son 3e voyage. Nous avons ensuite, dès 1503, des tentatives de colonisation, donc comme je vous l'ai dit, par les Français, les Britanniques ou même encore les Espagnols. À cette époque, les relations sont alternées entre échanges commerciaux avec les peuples autochtones, mais les relations n'étant pas bonnes, il y a souvent en fait des conflits, des guerres qui sont victorieuses, je pourrais dire, dans un premier temps, par les peuples autochtones, puisque la connaissance du territoire, mais aussi les maladies endémiques ont pu, bloquer l'arrivée dans un premier temps des colons. À partir de 1504, donc la colonie de Guyane française prend le nom de France équinoxiale, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. 1643, donc c'est la fondation de la capitale de Cayenne, qui est toujours aujourd'hui la capitale de la Guyane française. À ce moment-là, il y a une tentative de mise en esclavage des peuples autochtones. Il faut savoir qu'au préalable, au moment de l'arrivée donc des colons, de l'installation des colons français en Guyane française, il y a eu une espèce d'accord avec les peuples autochtones qui était un emplacement bien spécifique à Cayenne, en hauteur, qu'on appelle aujourd'hui le mont Sépérou. Sépérou du nom du chef autochtone célèbre pour nous, puisque justement il a fait cet accord-là avec les colons français, mais dès qu'il a compris que cette arrivée, en fait, cette colonisation française n'était pas à notre avantage, et en particulier au moment de cette tentative de mise en esclavage, les autochtones se sont rebellés, et la conséquence a été le massacre des colons français. À partir de 1652, comme je vous le disais, on est toujours dans un contexte de lutte coloniale entre les différentes nations européennes. Donc successivement, nous avons les Britanniques qui récupèrent la Guyane, puis les Hollandais, et ce n'est qu'à partir de 1676 que les Français s'installent définitivement sur Cayenne et donc marquent leur installation définitive en Guyane française. Donc d'autres dates clés, rapidement, 1763, donc vous connaissez, c'est le traité de Paris. La France perd les terres en Amérique du Nord, la Nouvelle-France, elle perd également l'Empire des Indes, et donc au profit des Britanniques. La conséquence, c'est que la France souhaite faire un contrepoids à la perte de ses terres en Amérique du Nord en décidant d'une colonisation massive de la France équinoxiale. Donc cela va se traduire par le déplacement de 17 000 hommes, dont 1000 Acadiens. Mais c'est un échec, puisque plus de 60% de ces nouveaux colons périssent, soit par les maladies endémiques, soit toujours par les conflits avec les peuples autochtones. Ensuite, à partir de 1792, donc nous sommes après la Révolution française, et la France décide d'installer ce qu'on appelle les bagnes. Donc le premier bagne est ouvert en Guyane française et consiste à déporter ce qu'on appelle des prisonniers politiques. Et il faut savoir que jusqu'à la fermeture, donc en 1946, c'est plus de 90 000 déportés et 2000 femmes qui seront donc envoyées dans les différents bagnes de Guyane française. Cette histoire justement des bagnes marque encore aujourd'hui l'image de la Guyane, qui est souvent associée à l'idée d'une déportation,
d'un territoire finalement très inhospitalier, puisque accueillant des déportés bagnards, avec des peuples autochtones très réfractaires, des maladies endémiques, et donc jusqu'à ce jour l'image de la Guyane est malheureusement encore ternie par cette histoire coloniale. Ensuite, ce qui me semblait important, c'est de vous citer l'ordonnance royale de Charles X en 1828. Pourquoi je le cite? Puisque c'est une ordonnance qui est toujours en vigueur à ce jour et qui impose en fait le clergé catholique. Donc les membres du clergé catholique sont rémunérés comme des fonctionnaires d'État. Alors c'est une rémunération aujourd'hui qui est prise en charge par la collectivité territoriale de Guyane, donc qui est l'administration locale, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un recours par cette collectivité jusqu'au Conseil constitutionnel très récemment, qui a rejeté le recours. Donc cette ordonnance est toujours applicable en Guyane. Ensuite, 1946, la Guyane française passe du statut de colonie à celui de département d'outre-mer français, donc qui se traduit également par la fermeture des bagnes. 1949, donc nous avons une politique d'évangélisation des autochtones. Alors je pense que c'est quelque chose qui vous parle, puisque nous avons également eu ce qu'on appelle les homes indiens, qui est peut-être l'équivalent ici des pensionnats, où des milliers d'enfants donc ont été emmenés pour bien sûr apprendre le français, apprendre la Bible et ne plus parler leur propre langue. Donc nous avons eu également entre 1950 et 1980 une étude a rapporté qu'il y avait environ 1800 enfants autochtones qui avaient été placés dans ces homes indiens. Et s'en est suivi en 1964 une politique de francisation, c'est-à-dire que l'administration française a tout simplement donné d'office la nationalité française à tous les peuples autochtones. Donc il faut savoir qu'avant cela, les peuples autochtones n'avaient aucun statut. Dans certains autres territoires d'outre-mer, je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie, ou même, je m'aventure sur d'autres territoires, je sais qu'ici il y a la loi sur les Indiens, il y avait un certain régime juridique, colonialisme, un régime juridique appliqué. Pour les peuples autochtones en Guyane, il n'y avait aucun statut juridique, donc aucun droit civil, politique, aucune reconnaissance. Donc à partir de 1964, politique de francisation, tous les autochtones sont considérés comme des citoyens français. Nous n'avons pas de reconnaissance de notre identité autochtone au sein de la Constitution française. 1965, donc, c'est peut-être un peu anecdotique, mais je pense que c'est une date importante. C'est la construction du centre spatial guyanais, qui est aujourd'hui le port spatial de l'Europe. Ce qui signifie que la Guyane est un enjeu également économique pour la France et pour toute l'Europe. Puisque je vous le rappelle, la Guyane française est à la fois donc française, mais aussi européenne. Donc, peut-être quelques données en fait sur l'évolution démographique des peuples autochtones. Il faut savoir que la présence des peuples autochtones est avérée par des recherches archéologiques et remonterait jusqu'à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. L'estimation au moment de la colonisation au XVIe siècle, bien sûr, qui repose sur des archives, relève plus de 30 000 autochtones, alors uniquement pour les autochtones du littoral. Pourquoi? Parce que tout simplement, les colons sont arrivés en premier sur le littoral guyanais, et donc les estimations ont été faites sur ce qu'ils ont pu voir à l'époque sur le littoral. Donc 30 000 autochtones au XVIe siècle. Puis au XXe siècle, vous voyez bien que les chiffres descendent assez rapidement. Nous ne sommes plus que 1500 autochtones sur le territoire, donc un déclin bien sûr dû aux différents conflits avec les colons et aux maladies. Et aujourd'hui, nous sommes environ 15 000 autochtones, soit entre 3 et 5% de la population guyanaise.
Donc vous le voyez peut-être sur la carte qui est juste à côté, des différentes couleurs correspondent en fait aux différentes nations autochtones. Comme je vous disais, il y en a 6, mais à l'époque, il y en avait même 7. Il y avait la nation, par exemple, Apalai, qui aujourd'hui a disparu. Donc aujourd'hui, on parle plus de 6 nations, mais la carte que vous voyez donc sur la gauche vous montre l'évolution au fil des siècles, et chaque point noir représente en fait un village ou un lieu de vie. Et vous voyez que sur la dernière carte, la 3e en bas, la réduction du nombre des territoires autochtones et du nombre de lieux de vie. Donc peut-être aussi, il faut que vous ayez une idée de la population en Guyane en général, de quelques chiffres. Donc en 1961, la Guyane française est un territoire très peu peuplé, seulement 33 000 habitants. La France a toujours considéré finalement que c'est une colonie qui n'a pas su porter ses fruits, puisqu'elle a attiré très peu de colons. Comme je vous ai dit, il y a eu des tentatives de déplacement de colons qui se sont traduites par des échecs. Et donc au final, en 1960, c'est un territoire très peu peuplé et dont l'activité économique est très faible. Territoire tout de même de plus de 84 000 km², donc c'est l'équivalent d'un territoire comme l'Autriche ou le Portugal. En 2019, donc on se projette 60 ans plus tard, aujourd'hui, la population de Guyane reste faible, vu la superficie du territoire, mais a tout de même augmenté, puisque les estimations tournent aux alentours de 300 000 habitants. Et d'ici 2050, nous atteindrons bientôt les 428 000 habitants, donc un fort taux de natalité, d'ailleurs beaucoup plus fort que sur le territoire français. Vous voyez donc vous avez pu voir sur la carte, voilà les principaux pôles urbains. Donc vous voyez bien que c'est le littoral en fait qui est le plus peuplé en Guyane française. L'intérieur l'est beaucoup moins. Et oui, si on peut passer à la suite. Donc cette carte-là me semblait intéressante puisqu'en fait vous voyez la répartition actuelle des nations autochtones. Alors c'est une carte qui n'est pas à jour au niveau des noms, mais c'est exprès puisque je voulais vous montrer en fait que les colons ont eux-mêmes imposé les noms en fait à nos propres nations. Donc par exemple la nation, quand vous voyez sur la carte Arawak, dans une démarche de réappropriation identitaire, les autochtones ont rétabli leur nom. Donc Arawak comprenait la nation Lokono, Palikour comprenait la nation Païkwene, Kalinia, donc c'est la nation à laquelle j'appartiens, mais il faut savoir que dans de nombreux ouvrages, nous sommes appelés les Galibis. Vous avez donc également la nation Wayana, donc là qui est bien indiqué, mais vous avez la nation Émérillon, qui est en fait la nation Teko. Donc la répartition est la bonne, simplement les noms qui sont indiqués pour certains ne sont pas d'origine autochtone, et donc c'est ce que je veux vous montrer normalement. Donc si on peut avancer. Donc il y a à ce jour donc 6 nations autochtones, donc 15 000 autochtones comme je vous disais, selon des estimations. Alors à noter que ces estimations reposent uniquement sur des recherches qui ont été faites notamment par des chercheurs à l'étranger, puisqu'il est interdit par la Constitution française de faire des statistiques ethniques. Donc même ces chiffres-là en fait sont à nuancer. Nous sommes aujourd'hui incapables d'apporter des chiffres exacts sur le nombre d'autochtones en Guyane française. Ceci étant, on reste sur ce chiffre de 15 000. La répartition, comme elle se fait avant tout entre le littoral et l'intérieur. Donc il y a 3 nations autochtones sur le littoral, la nation Kalinia, la nation Lokono et la nation Païkwene. Donc ce sont des nations autochtones, je dirais, qui par la force des choses ont été au premier contact de la colonisation
et donc vivent dans un milieu surtout urbain. Bien sûr, quand je dis urbain, c'est une notion encore à relativiser, puisque lorsqu'on sort de la capitale de Cayenne, même en restant sur le littoral, on revient très vite à un contexte plutôt rural, avec quand même des communes et des villages autochtones qui ne bénéficient pas forcément des infrastructures publiques nécessaires. Mais c'est encore pire, je dirais, pour les communes et les nations autochtones de l'intérieur, puisque si je prends l'exemple de communes comme Maripasoula ou encore Camopi, le seul moyen de rejoindre ces territoires, donc, c'est par l'avion. Il n'y a pas de route pour y accéder et les infrastructures sont vraiment encore plus faibles, ne serait-ce que tout ce qui est infrastructure scolaire, ou tout type d'infrastructures publiques. Pour vous donner un exemple, je parlais tout à l'heure des homes indiens. Ce sont les homes indiens en fait qui assuraient l'éducation pendant longtemps dans les territoires de l'intérieur, donc des homes gérés par les bonnes sœurs, puisqu'il n'y avait pas d'école publique, et donc c'est finalement ces homes indiens qui assuraient l'éducation. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui encore, un jeune autochtone qui vit sur un village du Haut-Maroni, donc le Maroni c'est le fleuve qui fait finalement la frontière à l'ouest et qui remonte jusqu'à l'extrême sud. Pareil pour la frontière à l'est avec le Brésil, où là c'est le fleuve Oyapock. Eh bien, les jeunes autochtones qui vivent dans l'intérieur, tous les matins, sont amenés à faire plus d'1 heure de pirogue. Donc la pirogue, c'est l'équivalent peut-être du canot ici. Pirogue à moteur, plus d'1 heure, et se lèvent à 5 heures du matin pour aller à l'école jusqu'à Maripasoula ou Camopi, qui sont les premières écoles accessibles sur le fleuve. Alors si peut-être quelques données sur la répartition des populations en Guyane française. Vous avez 30% de la population qui est surtout d'origine créole, donc d'origine afrodescendante métisse, et vous avez ensuite 13% qui sont d'origine européenne, donc en fait 95% sont français. Vous avez ensuite 10% d'origine surinamaise. Donc surinamaise, c'est le Suriname, l'ancienne Guyane hollandaise. Vous avez ensuite 10% d'origine brésilienne, 10% d'origine haïtienne et 6% d'origine marron que nous appelons en Guyane française le peuple Bushinangé. Et donc finalement, les peuples autochtones, avec seulement 3 à 5% de la population guyanaise, constituent une minorité. Vous avez ensuite un graphique sur la répartition linguistique, je dirais, en Guyane française. Donc le français est la langue officielle et domine donc avec plus de 37% de locuteurs. Alors bien sûr, c'est les locuteurs en termes de langue maternelle, puisque nous avons également ce qu'on appelle le créole guyanais, qui est en fait la langue régionale, la langue d'échange avec les différentes communautés en Guyane, qui n'est pas une langue maternelle dans la plupart des communautés, mais qui finalement est parlée pour l'échange local, commercial entre les communautés. Donc il y a le français qui domine certes avec 37%, mais le créole guyanais, bien que n'étant parlé qu'à 4% en tant que langue maternelle, est quand même la deuxième langue, je dirais, courante au niveau local. Mais il ne faut pas oublier les langues vernaculaires qui sont en fait très présentes au niveau des frontières. Le Nangé Tongo, qui est en fait la langue des peuples marrons, des peuples Bushinangé, qui est parlé tout de même à 20%. Donc ça, c'est sur la frontière ouest de la Guyane. Et puis vous avez bien sûr le portugais, qui est parlé à 10%, au niveau de 10% en tant que langue maternelle et vernaculaire, donc à la frontière est, puisque dû à la présence, bien sûr, de nombreux Brésiliens à la frontière.
Donc quelques dates clés peut-être aussi, également sur l'histoire politique. Le 9 décembre 1984, c'est le discours de M. Félix Tchouka, qui est en fait l'un des premiers acteurs du mouvement politique autochtone. Il prononce un discours important à Wala Yalimapo devant les représentants de l'État français. D'ailleurs, suite à cela, l'une des premières revendications était l'autonomie de ce village à Wala Yalimapo, qui finit par devenir une commune à part entière, donc avec un maire autochtone. En 2007, la France adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Si j'ai le temps, j'aborderai aussi ce sujet-là qui est important, puisque cette déclaration est un texte de droit international, un texte onusien qui consacre les peuples autochtones. C'est un texte fondateur pour nous, sur lequel mon organisation se repose pour défendre justement le droit international des peuples autochtones et son application au niveau national. En 2008, la création du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinangé. Vous voyez que les deux peuples sont réunis au sein d'un seul et même conseil. Alors pourquoi l'indication de cette date? Puisqu'en fait c'est la première fois que nous avons une instance, je dirais, reconnue par la législation française, et qui donc permet à travers cette instance d'exprimer une voix de ces peuples, mais uniquement de manière consultative. Ce qui peut aussi interroger, c'est cette décision dans la législation française de mettre à la gouvernance deux peuples fondamentalement différents, que sont les peuples donc dits amérindiens, autochtones, et les peuples bushinangé. 2011, mise en place de la journée des peuples autochtones le 9 août, donc c'est une déclinaison locale de la journée internationale des peuples autochtones qui a été consacrée par l'ONU. Donc depuis 2011, nous avons chaque année une célébration des journées autochtones, mais qui n'est pas pilotée par les autochtones eux-mêmes. C'est un événement qui est piloté par la collectivité territoriale de Guyane et dont nous revendiquons justement la réappropriation au niveau de l'organisation. 28 mars 2017, eh bien, c'est la marche des peuples autochtones. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, nous avons vécu en Guyane un grand mouvement social. Je sais que ça a été repris dans les médias internationaux, donc peut-être que vous en avez entendu parler. Souvent, le regard des médias internationaux était un peu sur la question de que veulent les Guyanais. Est-ce qu'ils sont en train de se diriger vers une demande d'autonomisation, d'indépendance ? Ce n'était pas réellement la question. La question finalement était plus pour les Guyanais de demander à la France plus d'attention, plus d'infrastructures. Et c'est dans ce cadre-là de colère de la population guyanaise que les peuples autochtones, à l'appel des organisations, dont la mienne, se sont réunis lors d'une marche symbolique qui partait du mont Sepérou. Je vous l'avais dit un peu plus tôt, le mont Sepérou, c'est le fameux... c'est la butte en fait où a eu lieu le premier accord avec le chef Sepérou, qui finalement est tombé puisque cela s'est traduit par le massacre des colons. Et donc c'est un lieu assez symbolique pour nous, c'est un lieu de résistance si vous voulez. Cette marche donc est partie du mont Sepérou pour rejoindre l'ensemble des populations de Guyane qui s'étaient réunies donc à la capitale de Cayenne, mais également dans les différentes communes de Guyane. Il faut savoir que durant 1 mois, toute la Guyane française était bloquée par des barrages. C'est certainement l'un des plus grands mouvements de contestation historique au niveau de la Guyane française. Ceci s'est traduit le 2 avril 2017 par un protocole d'accord. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs revendications qui ne concernaient pas forcément les peuples autochtones, mais les peuples autochtones ont su présenter un cahier de revendications à l'État français qui s'est traduit donc par ce protocole d'accord et notamment l'engagement de l'État français de restituer plus de 400 000 hectares de terre aux peuples autochtones, ce qui est pour l'instant une promesse sur le papier. 2018, très récent, donc le conseil consultatif s'appelle désormais le Grand Conseil coutumier, mais cette instance, comme je vous le disais,
avait un intérêt finalement de représentation, mais qui a été minimisé par toujours cet aspect consultatif. On est clairement dans une réforme très peu ambitieuse, puisque le Grand Conseil coutumier reste une instance donc consultative, qui n'est pas finalement réellement saisie ni par les services de l'État ni par la collectivité territoriale, dont la gouvernance est toujours partagée avec les peuples marrons, les peuples bushinangés, et bien sûr sur tutelle de l'État, puisque je vous le rappelle, c'est une instance créée par l'État, donc double tutelle de l'État français et de la collectivité territoriale de Guyane, donc comme je vous disais, l'administration locale. Donc le but pour nous, c'est d'avoir une instance, je l'espère par la suite, autonome et qui soit en mesure de répondre aux véritables conditions de représentation d'une instance, c'est-à-dire créée par les autochtones, pour les autochtones et avec les moyens pour pouvoir accomplir les missions nécessaires de représentation des peuples autochtones. Donc aujourd'hui, je dirais que ce grand conseil coutumier n'est pas satisfaisant, ne serait-ce qu'en termes de représentation. Je n'irai pas à dire jusqu'en termes de légitimité, puisque j'ai participé justement à la rédaction des statuts juridiques de ce grand conseil coutumier. Nous avons voulu que les chefs coutumiers soient beaucoup plus présents. C'est pour ça que dans la réforme de 2018, nous avons désormais 6 chefs coutumiers, chaque chef représentant une nation autochtone, et nous avons également 6 chefs coutumiers bushinangés. Donc je dirais qu'en termes de représentation, c'est déjà un grand pas, puisque dans l'ancienne version du conseil consultatif, nous n'avions que des représentants d'associations, soit autochtones, soit bushinangés. Alors du coup, eh bien justement, on en arrive aux instances représentatives. Donc il faut savoir que dans un premier temps, un recensement est fait par l'État français pour savoir qui sont les chefs coutumiers au sein des communautés autochtones. Et cela se traduit en fait par une forme d'emprise de l'État français qui fait de ces chefs coutumiers les relais de l'État au sein de chaque communauté. Et pour vous donner un exemple bien concret, l'État français rémunère dans un premier temps ces chefs coutumiers, donc c'est une rémunération dérisoire qui, je crois, est de l'ordre de 400 € à 600 €. Donc peut-être pour vous, ça doit faire autour de 600 $ canadiens, mais qui est une forme en fait d'emprise par la rémunération. Finalement, on demande aux chefs coutumiers sous couvert d'une représentation de leur communauté, finalement, d'être un peu les relais de l'État français. Donc il y a une ambiguïté déjà à ce niveau-là. À noter que depuis l'arrivée du Grand Conseil coutumier, donc la réforme a également impliqué dans la loi cette fois que donc ce n'est plus l'État qui rémunère les autorités coutumières, mais c'est la collectivité territoriale de Guyane. Donc, en même temps que nous avons ce recensement des chefs coutumiers, nous avons l'apparition des premières organisations autochtones. La première était l'AAGF, Association amérindienne de Guyane française, donc qui est la première organisation politique, je dirais. C'est une organisation d'ailleurs qui était menée par Monsieur Félix Tchouka, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et puis, donc, les autochtones comprennent à partir de là que, n'ayant pas de reconnaissance juridique par l'État français, par le biais du système associatif et du système des ONG, ils acquièrent ce qu'on appelle la personnalité juridique. Et donc, il y a une multiplication des associations, avant tout, je dirais, culturelle, mais aussi politique, qui reprend à partir de 2010. Donc 2010, c'est la création de mon organisation, qui se suit justement à partir de 2017 et des mouvements sociaux par une multiplication des organisations, puisque
la cause autochtone prenant son essor, de nombreux leaders autochtones font leur apparition et logiquement, donc c'est une multiplication des organisations politiques qui nécessite aussi aujourd'hui que nous nous structurions pour avoir ensemble une voie commune. Donc les enjeux et les revendications. Donc un enjeu bien sûr très important pour nous, c'est la restitution des terres. Donc comme je vous le disais, la Guyane française, c'est plus de 83 000 km² de superficie. Et 95% de ce territoire est la propriété de l'État français. 5%, les 5% restants, se répartissent entre les propriétés communales et la propriété privée. Donc vous me direz comment ça se fait que 95% d'un territoire appartient à l'État français. Eh bien cela remonte tout simplement à la colonisation. Donc l'État français a appliqué ce qu'on appelle le principe de la terra nullius, qui signifie en fait la terre vacante et sans maître, ce qui signifie que l'État français a considéré tout simplement qu'il n'y avait pas de propriétaires sur ce territoire, donc il n'y avait pas de peuples autochtones, que la terre était vacante et que donc il pouvait se l'approprier dans son intégralité. Cette appropriation s'est traduite officiellement, juridiquement, par le décret de 1898. Et par la suite aux mouvements sociaux des années 80, au premier mouvement politique dont je vous parlais un peu plus tôt, un autre décret est apparu, le décret de 1987, qui, suite aux revendications autochtones sur les terres, a créé un nouveau régime juridique qu'on appelle les zones de droit d'usage collectif et les concessions à des communautés d'habitants. Alors, comprenez communauté d'habitants, peuple autochtone et peuple marron, puisque dans la législation française, il est impossible de citer le terme de peuple autochtone. Donc souvent, vous retrouverez dans les textes, le peu de textes qui nous concernent, le terme de communauté d'habitants, tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. Donc des termes très longs pour finalement contourner la véritable identité le terme de peuple autochtone. Donc rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails juridiques, mais une zone de droit d'usage collectif, comme son nom l'indique, c'est un droit d'usage en fait qui est conféré donc souvent à un chef coutumier dans un village ou à une association, puisque l'association, encore une fois, est le seul moyen de représentation juridique pour nous, qui nous donne la personnalité morale. Mais tout de même, un chef coutumier, sans avoir à constituer son association, peut être amené à gérer donc une zone de droit d'usage collectif. Zone de droit d'usage qui est toutefois très limitée puisque nous n'avons pas la propriété de ces terres, c'est l'État qui reste propriétaire et surtout l'activité est très limitée puisque nous sommes limités à seulement la chasse, la pêche et la cueillette. Donc il est impossible, alors bien sûr c'est dans les textes, il est impossible de construire en dur, il est impossible de développer de l'activité, je dirais, autre que vivrier, autre que pour son autoconsommation. Mais en pratique, on se rend compte que beaucoup d'autochtones ont pris en compte ces territoires, se les sont appropriés, mais sont allés beaucoup plus loin que la chasse, la pêche et la cueillette. Ils ont bien souvent construit de nouveaux villages, de nouveaux lieux de vie. Sur la carte que vous voyez sur la droite, donc vous pouvez constater en violet les zones de droit d'usage collectif et de concession. Donc vous pouvez voir qu'ils sont surtout très importants dans le sud. Le sud qui est en fait en grande partie géré par ce qu'on appelle le parc amazonien de Guyane, qui en fait est essentiellement recouvert de forêts amazoniennes. Et donc les territoires du sud ont fait l'objet en grande partie de zones de droit d'usage collectif, mais finalement l'enjeu, je dirais aujourd'hui pour les peuples autochtones,
qui sont très nombreux, en particulier dans le nord-ouest de la Guyane, c'est d'obtenir des territoires sur le littoral, où la pression foncière est très forte, puisque donc bien sûr on est sur le littoral urbain et que les besoins en développement et aménagement du territoire des communes se fait très pressant, donc autour de la capitale de Cayenne et surtout le littoral. Donc au total, ce sont plus de 710 000 hectares de terres qui sont sous ce régime de SDUC. Rapidement, nous avons aussi ce que je disais, les concessions. Donc les concessions, c'est toujours le même principe. C'est une terre qui est en usage, en fait, en droit d'usage. La différence, c'est qu'il faut tout de même une association qui va gérer, je dirais, pour qu'il y ait la personnalité juridique pour gérer ce territoire. Une concession donc limitée dans le temps, sur 10 ans, qui est renouvelable, et sur lequel les textes nous disent que nous pouvons tout de même développer de l'agriculture, toujours pour l'autoconsommation, et surtout de la construction en dur. Donc il est possible, avec les concessions, d'avoir des villages, de construire des villages beaucoup plus sur de longue durée. Donc les protocoles d'accord. Ah oui. Donc juste rapidement, le protocole d'accord en fait que nous avons obtenu le 2 avril suite aux mouvements sociaux, le 2 avril 2017, est tout de même une grande avancée pour nous, puisque là nous ne parlons plus d'usage collectif, mais vraiment d'une restitution de terres, donc de 400 000 hectares en propriété pleine et entière. Et donc se pose aujourd'hui pour nous la question de comment va se faire cette répartition, puisque dans les accords, c'est très succinct. L'État dit simplement un engagement à céder du foncier. Donc vous voyez bien que l'État est toujours dans une démarche de dire « je suis propriétaire et je veux bien céder du territoire ». Nous parlons plutôt de restitution, puisque bien sûr, en tant qu'autochtones, nous sommes légitimes. Si toutefois nous allions beaucoup plus loin, ne serait-ce que devant les Nations Unies, nous pourrions réclamer l'intégralité du territoire. Mais bon... Ceci étant, nous avons tout de même obtenu cette restitution de 400 000 hectares. L'enjeu maintenant est, entre autochtones déjà, de se mettre d'accord sur la répartition entre les nations, sur la délimitation. Donc c'est le travail qu'a commencé mon organisation, avec des ateliers de consultation, de travail avec les populations dans chaque village. Mais c'est un travail qui va demander certainement de nombreuses années encore. Et... voilà, nous attendons bien sûr une collaboration avec les services de l'État pour avancer sur ce dossier. Autre enjeu pour les peuples autochtones, c'est la lutte contre l'exploitation aurifère. Je suis sûr d'ailleurs que ce doit être des sujets qui vous parlent, puisque nous savons également que les territoires autochtones ici au Canada font l'objet d'un enjeu important, et pas que pour l'exploitation de l'or, mais pour beaucoup d'autres projets miniers, pétroliers. Donc nous en Guyane, c'est surtout l'exploitation aurifère en fait qui est très prégnant. C'est une activité qui est présente depuis le milieu du 19e siècle, et qui a pris son essor en fait à partir des années 90. Donc on distingue deux types d'activités. L'activité illégale, qui est surtout très présente, c'est une activité en fait qui est menée par des orpailleurs clandestins, donc qui sont souvent issus de l'immigration économique du Brésil, donc qu'on appelle plus communément les garimpeiros. Et donc la production de cette activité est estimée à 5 à 10 tonnes par an. Pourquoi elle est dangereuse, cette activité ? Bon, elle est dangereuse parce que déjà elle est clandestine, mais elle est dangereuse par l'utilisation, par le mode d'extraction en fait de l'or, donc qui est faite par l'utilisation du mercure. Et malgré son interdiction par la législation française depuis 2006, le mercure est toujours utilisé par donc les garimpeiros, et la conséquence est la pollution de nos cours d'eau
et la déforestation. Et qui dit pollution de nos cours d'eau signifie que le mercure finalement est consommé par la faune, par les poissons, et les autochtones vivent beaucoup de la pêche. Donc finalement, il y a une contamination des peuples autochtones par la consommation des poissons et par la consommation tout simplement de l'eau. Donc nous avons ensuite l'activité dite légale. Et l'activité légale, en fait, donc ce sont des opérateurs miniers. C'est une activité essentiellement artisanale, donc menée par des sociétés minières guyanaises locales, mais qui pour autant détiennent des actions, enfin ont des actions, des actionnaires, pardon, qui sont issus de grandes multinationales que vous connaissez peut-être comme IAM Gold. Et bien sûr, ces activités sont soumises au code minier et donc soumises à permis d'exploitation qui sont délivrés par les services de l'État. Aujourd'hui, 360 000 hectares de terres sont visés par des projets miniers et dont 25 000 hectares font l'objet d'une autorisation en cours d'exploitation. La conséquence en fait de cette activité, c'est que c'est par l'ambition en fait qui est affichée de s'orienter vers aujourd'hui une industrialisation. Elle est voulue non seulement par les sociétés locales, mais elle est voulue également par des consortiums qui souhaitent s'installer en Guyane, puisqu'ils ont compris qu'il y avait encore un potentiel de gisement aurifère qui était encore sous-exploité. Et donc, le passage à l'industrialisation de l'activité signifie pour nous l'utilisation du cyanure. Donc, en plus de l'orpaillage clandestin et son mode d'extraction par le mercure, nous faisons face aujourd'hui à une volonté de grandes industries de développer l'activité minière avec l'utilisation du cyanure et donc toutes les conséquences, enfin du moins les risques que cela implique. Peut-être vous avez eu connaissance de la catastrophe qui a eu lieu au Brésil il n'y a pas si longtemps cette année. De mémoire, je crois que c'était à Brumadinho, j'écorche peut-être le nom. Donc le concept en fait de l'utilisation du cyanure dans les mines industrielles, c'est de stocker ce qu'on appelle les déchets de cyanure, donc les boues cyanurées par des digues. Et en fait, on a eu ce cas-là au Brésil où il y a eu des ruptures de digues qui a déversé des coulées de boue cyanurée sur des cours d'eau, des grands fleuves où vivaient des peuples autochtones. Et donc, ça a été la destruction de toute une faune et une flore pour certainement des décennies. Et la conséquence pour nous, peuples autochtones, c'est de dire non. Non aussi bien à l'activité illégale, bien sûr, mais aussi à ce type d'activité légale par l'utilisation du cyanure. Et donc, cela veut dire non aux mines industrielles. Et cela me permet d'aborder la suite. Donc, en termes de mines industrielles, nous avons eu l'exemple très récemment, peut-être que vous en avez entendu parler, de Montagne d'Or, qui est en fait un consortium russo-canadien. Si je vous parle de Norgold, Columbus Gold, certainement que ça doit vous parler. Et donc, ce consortium a décidé de faire le premier projet de mine industrielle en Guyane. Donc j'avais une vidéo, mais c'est vrai que rapidement on peut voir sur cette carte-là les nombreux emplacements actuels de sociétés minières. Vous voyez que le drapeau canadien est très présent. Donc c'est avant tout des sociétés avec des actionnaires issus de multinationales canadiennes. Mais on peut voir également des sociétés françaises, sachant que l'activité minière est terminée dans l'Hexagone, donc en France depuis des années. La Guyane et la Nouvelle-Calédonie sont certainement les derniers territoires où les ressources minières sont exploitées. Peut-être rapidement, entre parenthèses, il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, qui est le seul peuple autochtone qui est reconnu dans la Constitution française, donc c'est le peuple kanak, les peuples autochtones de Nouvelle-Calédonie ont négocié, alors je ne veux pas m'aventurer parce que je n'ai pas une connaissance bien précise, mais je sais que par exemple l'exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie a été faite en accord avec
un peuple kanak présent à proximité du site. Et il me semble aussi aujourd'hui que beaucoup le regrettent puisqu'ils ont constaté des cas de contamination de leur cours d'eau. Enfin voilà, c'est un exemple pour dire qu'il y a eu quand même des tentatives de concertation avec les peuples autochtones sur ce genre de projet. Le projet de Montagne d'Or a également fait l'objet de tentatives, je dirais, de concertation avec les peuples autochtones. Monsieur Pierre Paris, qui était, il me semble, le représentant de Columbus Gold, a mis en avant son expérience, souvent de partage avec les peuples autochtones. Nous avons eu récemment aussi la visite de l'ancien Premier ministre, donc c'est Monsieur Charest, si j'écorche pas le nom, Charest. C'était fin août qui est venu aussi nous expliquer les possibilités de concertation, de travail avec les peuples autochtones sur ce qui concerne les projets miniers. Alors bien sûr, actuellement, la vision des peuples autochtones est très opposée, mais moi-même, qui viens pour la première fois au Canada, je constate qu'il y a eu des exemples de collaboration entre peuples autochtones sur leur territoire avec des projets industriels, ce qui nous pose, nous, peuples autochtones de Guyane française, aussi une question de comment nous voyons notre développement économique. Est-ce que les initiatives finalement qui ont été réalisées à l'étranger, ici au Canada, ou même le peuple kanak en Nouvelle-Calédonie, est-ce un modèle pour nous? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement toutes les nations autochtones, en tout cas les autorités coutumières et les organisations politiques, rejettent ce projet. Et pour vous donner un petit exemple, j'ai extrait une vidéo qui vous montre justement cette opposition des peuples autochtones au projet Montagne d'Or. Km au sud de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est une zone où l'exploitation minière est autorisée par le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane. Coin perdu, la Guyane est aujourd'hui au centre de l'attention de multinationales. Car son sous-sol réserve de l'or en pagaille, très recherché dans la fabrication des smartphones ou des ordinateurs. Un consortium russo-canadien veut creuser au cœur de la forêt amazonienne un cratère de 2,5 km de long pour en extraire 85 tonnes du métal précieux. Surnommé la Montagne d'Or, ce projet prévu pour 2022, grand comme 133 stades de France, est considéré comme une provocation et un sacrilège par les Amérindiens déjà dépouillés de leurs terres. Certains menacent de créer une ZAD en pleine forêt amazonienne, histoire de bloquer le début des travaux. Wayanaboy vit à Maripasoula, la commune la plus étendue et l'une des moins densément peuplées de France, malgré ses 13 000 habitants. Ils ont demandé pour faire l'électricité. Ici, même du chemin, mais on n'a rien, quoi. C'est vraiment arnaque, ou c'est vraiment couillonner nous, voilà, quoi. Voilà, ici c'est mon petit bureau. Et en même temps que je bosse ici, je fais mon petit maquette du son, musique. Ça c'est quand j'étais militaire, quand j'étais à l'armée 2002 avec mon pote. Ça fait 1 an. Jusqu'à maintenant, je me sens toujours amérindien. J'ai jamais changé, quoi. Je vais être comme ça. Je vais être nature. En juin 2018, le collectif Hors de Question réunit les différentes communautés guyanaises pour protester contre le projet pharaonique de la Montagne d'Or. Parmi les manifestants, Teko Makan, rappeur et membre de la tribu amérindienne des Teko, qui compte moins de 500 membres, ici au 2e rang. Le réveil amérindien, il est toujours réveillé. Hein. Mais le fait qu'on n'arrivait pas à avoir des contacts avec le monde d'aujourd'hui, avec les gens qui s'intéressent à notre culture, on n'avait pas ces contacts-là avant. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, donc c'était plus compliqué. Donc maintenant, avec ça, on pense que c'est une continuité du réveil
qui s'adaptent dans notre génération maintenant. Lucien Panapuy, aka Teko Macan, grandit à Camopi, près de la frontière brésilienne, à une journée en pirogue de la ville la plus proche. Aujourd'hui installé à Cayenne, il suit son fils de 14 ans pour ne pas le laisser seul en famille d'accueil, car les adolescents amérindiens connaissent un taux de suicide 8 fois plus élevé que la moyenne nationale. Le problème ici, c'est que là, je suis en ville, et puis pour aller chasser, pêcher, c'est un peu compliqué, quoi. Mais sinon, on s'adapte, quoi, dans tous les endroits. Donc c'est pas trop un problème. Teko, la malédiction frappe à nouveau. À l'époque de Christophe Colomb, les marins espagnols qui partent à la découverte de l'Amérique croient dur comme fer au mythe de l'Eldorado et ses cités d'or. Aujourd'hui, les compagnies minières Norgold et Columbus Gold incarnent les nouveaux conquistadors. Pour moi, ça fait comme l'histoire avec Christophe Colomb, quoi. Ils ont un peu les mêmes noms, quoi. Columbus Gold, Christophe Colomb, tu vois, c'est un peu le colonialiste, tout ça, quoi, qui revient. Peut-être que maintenant, nous, même en tant que jeunes, il faut qu'on aille sur place aussi, voir un peu les montagnes couronnées. Il faut qu'on soit sur place, mais il ne faut pas qu'on attende toujours les archéologues, tout ça, pour venir faire des recherches. Voilà, donc vous avez ici l'illustration dans cette vidéo, finalement, qui représente assez bien, je dirais, la pensée des autochtones, hein, qui est très opposée actuellement à ce type de projet. La difficulté que nous avons, c'est que, bien sûr, nous sommes minoritaires. Nous avons une instance, comme je vous l'ai dit, le Grand Conseil coutumier, qui n'est que consultatif. Donc, quel que soit l'avis qu'il rend l'État, la collectivité territoriale de Guyane, et encore moins les sociétés, les multinationales, du coup, finalement ne sont pas si engagées, quel que soit l'avis que pourraient fournir les peuples autochtones. Mais surtout, nous avons face à nous, on parle bien souvent d'un rapport peuple autochtone avec l'État français, mais nous avons, et je tiens aussi à attirer l'attention sur ça, un rapport entre peuple autochtone et l'administration locale guyanaise. Il faut savoir que les postes politiques en Guyane française sont occupés majoritairement par des afrodescendants, donc par les créoles guyanais. Il n'y a aucun poste aujourd'hui politique, ou très peu, occupé par les peuples autochtones. Et donc la volonté actuelle de la majorité politique à la collectivité territoriale de Guyane est le développement des mines industrielles. Donc l'État français, combien même il a retiré son soutien à ce projet Montagne d'Or, donc ça c'était le 23 mai 2019, face aux multiples oppositions aussi bien des autochtones que des associations environnementales, et face aussi au recours que mon organisation a déposé aux Nations Unies. Malgré le retrait du soutien de l'État, on voit bien que il y a une problématique, même pour l'État français, de se positionner lorsque l'administration locale, la majorité politique locale, souhaite le développement minier. Donc c'est aussi une problématique pour les peuples autochtones, sur le plan politique, de se faire entendre face à une majorité qui ne les représente pas. Donc nous arrivons bientôt à la fin, mais un autre enjeu que je trouvais important, c'est l'éducation et les langues autochtones. Donc il faut savoir qu'à partir de 1992, les langues autochtones qui jusqu'à présent n'étaient pas reconnues sont intégrées en tant que langue de France. Mais langue de France, pour autant, ne signifie pas une reconnaissance en termes de... ce n'est pas une reconnaissance qui se traduit par une obligation de double traduction, comme je ne sais pas, on peut l'avoir ici entre l'anglais et le français, dans les administrations publiques ou les services administratifs. Donc la langue française reste la seule langue officielle sur notre territoire. Ceci étant, il y a quand même une forme de reconnaissance à travers les langues de France. Depuis 1998, l'État français crée le dispositif d'intervenant en langue maternelle, qui consiste à former en fait des autochtones
qui, au sein d'une classe, va accompagner les jeunes enfants autochtones qui ne maîtrisent pas le français à faire le pont entre leur langue autochtone et le français. Mais là encore, on n'est pas dans une appropriation de l'enseignement par les autochtones eux-mêmes, puisque le but de ce dispositif est d'aider l'autochtone à mieux basculer en fait vers l'éducation républicaine et non pas à s'émanciper à travers sa propre langue. C'est comment mieux l'aider à apprendre le français et à apprendre l'éducation telle qu'elle est faite par la République française. Nous avons également, à partir de 2001, l'introduction de l'histoire de l'esclavage des afrodescendants. Donc je l'indique, c'est vraiment un titre indicatif, puisqu'en fait cela ne concerne pas les peuples autochtones, et c'est donc quelque part un raté, puisque certes il était important d'intégrer l'histoire des afrodescendants dans les programmes scolaires, puisque tel qu'il est appris en France hexagonale, c'est par exemple nos ancêtres les Gaulois, quand on nous parle de l'histoire. Donc évidemment qu'en Guyane française, ça n'a pas de sens de nous apprendre l'histoire des Gaulois comme si c'était nos ancêtres. Donc il y a eu cette avancée-là de l'intégration de l'histoire de l'esclavage, mais quid aujourd'hui de l'histoire des peuples autochtones ? Quand on nous dit nos ancêtres sont les Gaulois ou nos ancêtres sont les Africains déportés en esclavage, nous ne sommes ni Gaulois ni afrodescendants. Donc nous attendons bien sûr, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir l'intégration de notre histoire dans les programmes scolaires. En 2015, il y avait cette opportunité qui était avancée par l'ancien président François Hollande de ratifier la charte européenne sur les langues régionales et minoritaires, qui finalement a été rejetée en 2015 et qui aurait permis, si elle avait été ratifiée, de reconnaître mieux les langues autochtones. 2016, l'État décide de former des enseignants autochtones. Donc là, on commence à avancer, on est vraiment dans les prémices d'un enseignement autochtones par les autochtones, puisqu'on a cette possibilité maintenant de classe bilingue. Il y a actuellement des autochtones, cette fois de niveau collège, je ne sais plus comment ça s'appelle, secondaire, post-secondaire, donc d'enseigner dans les deux langues. Et puis la conséquence, bien sûr, c'est que les autochtones veulent renforcer ce dispositif, toujours en incluant les langues et l'histoire dans les programmes scolaires. Je crois que c'est bon après ça. Voilà, merci de votre attention. J'anticipe, je n'ai plus de carte de visite, alors si vous voulez avoir mes coordonnées, elles doivent s'afficher. Voilà. Voilà. Donc merci beaucoup de votre attention. J'ai pas l'habitude beaucoup de faire des PowerPoint, donc je m'excuse par avance de la qualité qui n'était peut-être pas très bonne. J'espère que mon intervention vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les peuples autochtones en Guyane, et je suis à votre disposition pour des questions.